Welcome les amis, et oui nous sommes le dimanche 7 août, le dimanche de la reprise de la pré-saison de NFL. En effet, ce soir, les Green Bay Packers affronteront les Indianapolis Colts pour le Hall of Fame Games. Et donc c'est le moment d'analyser l'intersaison des 32 équipes qui recommenceront donc leur saison à partir de cette semaine. Donc pour cette analyse, on va le faire par ordre de division et on va donc commencer par la AFC Est avec pour moi donc un des favoris pour le Super Bowl et surtout un des favoris de cette division. Il s'agit bien sûr donc des New England Patriots, mais les New England Patriots qui sont face à un problème cette année. C'est donc la suspension de 4 matchs affligés à Tom Brady après donc l'affaire du Deflated Gate qui date d'il y a un peu plus de 1 an et demi déjà. Donc pour ceux qui s'en rappellent, c'est cette fameuse histoire où des ballons auraient été donc contrôlés trop dégonflés pour pouvoir être utilisés. Et donc c'était lors du match avant le Super Bowl qui les opposait aux Colts justement. Et donc voilà, ils avaient notamment perdu leur premier draft pick cette année suite à cette affaire. Et donc après de nombreux appels, Tom Brady a été suspendu. Ça y est, c'est officiel, Tom Brady ne sera donc pas présent pour les 4 premiers matchs de la saison. La question est donc qui pour le remplacer? Et à première vue, tous les voyants étaient au vert pour Jimmy Garoppolo, donc backup déjà de Tom Brady depuis l'an dernier, voire même un peu plus, et qui avait vraiment fait une pré-saison assez mitigée l'an dernier en jouant à la place de Tom Brady. Mais bon, tous les voyants étaient au vert parce qu'il n'y avait personne pour derrière, personne qui est le niveau tout simplement de Tom Brady ou de Jimmy Garoppolo. Et donc à première vue, cette situation aurait été changée vu que les Patriots ont drafté cette année donc le jeune Brissett. Et justement, il a été dit par Bill Belichick que ce n'était pas sûr que Jimmy Garoppolo soit le backup, soit le quarterback titulaire et juste après backup, le tout premier backup. Donc pour cette saison, et qu'il se pourrait que ce soit Brissett qui prenne cette place. Donc affaire à suivre. Ensuite, donc d'autres questions se posent du côté des Patriots. C'est le cas LeGarrette Blount. On pensait qu'après son retour de blessure, c'est bon, il redeviendrait titulaire. Là aussi, Belichick, lui, il laisse donc la pré-saison pour faire son choix. Le problème, c'est que LeGarrette Blount pourrait justement ne plus faire partie des Patriots après cette pré-saison. Étant donné que voilà, Bill Belichick lui a donné un ultimatum, soit il fait une bonne pré-saison et il est titulaire, soit il n'est plus des Patriots. Donc affaire à suivre là aussi. Notons aussi donc lors des camps d'entraînement la blessure de Brian Stork, le centre qui donc souffre d'une commotion cérébrale, et Julian Edelman qui a été placé donc sur la liste des PUP, c'est-à-dire ceux qui ne sont en incompétence de performer donc durant les camps d'entraînement. Mais les Patriots ont surtout fait une arrivée, ont surtout signé des arrivées assez marquantes. Donc notamment en défense, l'arrivée donc de Chris Long des Rams et donc d'un des joueurs des Redskins, c'est Tewan Snackton. Donc voilà, affaire à suivre, voir ce que ces deux peuvent apporter en défense. Du côté de l'attaque, donc on a signé Jonathan Cooper, donc des Cardinals, et Martellus Bennett surtout, le tight end donc des Bears. Et en plus donc de l'arrivée de Nate Washington en tant que wide receiver, donc on voit 5 signatures qui peuvent vraiment amener loin les Patriots. Mais la question est de savoir qui sera titulaire sur ces 4 premiers matchs. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais je pense que Bill Belichick nous enverra des signes très rapidement durant la pré-saison. Et donc justement les favoris pour aller peut-être détrôner les Patriots en cas de méforme de cette équipe, c'est pour moi non pas les New York Jets mais les Buffalo Bills. Alors c'est assez étonnant parce que jusqu'au début de cette intersaison, je donnais vraiment les Jets possiblement des challengers, donc des Patriots. Mais, et j'en reviendrai au moment de parler des Jets, avec l'affaire Ryan Fitzpatrick, puis ce qui s'est passé donc au camp d'entraînement, je vois quand même plus les Buffalo Bills. Parce que voilà, les Buffalo Bills ont fait une grosse intersaison, ils ont recruté une tonne de joueurs, quasiment à tous les postes, sauf au poste de quarterback. Et justement, je reviendrai sur ce poste juste après.
Donc voilà, on voit clairement que les Bills se mettent dans une action de vraiment aller sélectionner les meilleurs joueurs parmi le tas de joueurs qu'ils ont. Donc je trouve ça bien, c'est une équipe qui s'est bien débrouillée quand même l'an dernier, qui a failli et qui est vraiment passé pas loin. Donc de passer justement devant les Jets et d'être possiblement donc en wildcard. Donc voilà, c'est une équipe qui se forme petit à petit, qui est en train de trouver des automatismes. Et je les vois bien passer ce cap et se qualifier en wildcard cette année, possiblement. Donc voilà, en tout cas, je pense que les Buffalo Bills ont vraiment une équipe capable de le faire. Et surtout un quarterback avec Tyrod Taylor qui sait lancer des balles, qui est assez mobile. Donc voilà, c'est un QB qui vraiment peut être utile pour les Bills. Et parce que oui, moi je mettrais, et je pense que c'est par rapport à ce qu'on a vu au camp d'entraînement, la volonté donc des coachs des Buffalo Bills, c'est de mettre Tyrod Taylor, donc titulaire, à la place d'AJ Manuel. Donc voilà, affaire à suivre bien sûr pour Tyrod Taylor. Et pour les Bills. Donc troisième prétendant dans la FCS, et là vous l'avez compris, je parle bien sûr des New York Jets. Les New York Jets qui sont face à un gros problème, c'est ce problème Ryan Fitzpatrick. Alors vous pouvez me dire, mais le problème est réglé, ça y est, il a signé son contrat de 12 millions d'euros, il est content, et puis voilà. Mais non, pour moi le problème ne s'arrête pas là. Pour moi, quand un joueur a mis autant de temps pour se décider à joindre une équipe, qui refusait de répondre au téléphone à ses équipiers, notamment à son receveur préféré, je tiens à préciser, c'est que pour moi, il y a un problème à quelque part. Le problème vient peut-être pas de l'équipe, parce qu'on a vu l'an dernier une équipe vraiment bien formée autour de Ryan Fitzpatrick, des joueurs heureux d'être là, des joueurs qui performaient, justement, c'est vu sur le terrain, vu qu'ils passent à une interception près quasiment d'aller en playoff. Donc voilà, c'est une équipe qui a la capacité d'aller une nouvelle fois en playoff. Mais je me dis, est-ce que ce qui s'est passé dans cette pré-saison pourrait avoir légèrement abîmé les relations entre Ryan Fitzpatrick et l'administration des New York Jets, Ryan Fitzpatrick et le coaching des New York Jets, et surtout Ryan Fitzpatrick et ses receveurs. Et ça peut être vraiment un cas inquiétant. Si ça s'avère être vrai, Ryan Fitzpatrick pourrait se retrouver dans une impasse de devoir faire que des bonnes performances. Et Ryan Fitzpatrick n'est malheureusement pas connu pour être très régulier dans ses performances. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Mais si ces relations venaient à être un peu abîmées, on se retrouverait avec forcément des Jets qui peut-être seraient moins performants sur le terrain. Et qui dit moins performants sur le terrain, dit moins de chances d'aller battre les Patriots, d'aller pourquoi pas accrocher les Bills, et donc pourquoi pas une qualification wildcard parmi donc les possibles favoris dans cette division. Donc voilà, c'était la seule chose vraiment qui m'inquiétait. Et puis là, récemment, j'ai vu une deuxième chose qui m'a inquiété, donc du côté des New York Jets. C'est donc une bagarre qui aurait éclaté entre Brandon Marshall et Darrelle Revis. Alors c'est vraiment deux des meilleurs joueurs tout simplement de cet effectif. On a le meilleur receveur Brandon Marshall, le meilleur defensive back avec Darrelle Revis, et les deux se mettent à se battre à l'entraînement. Alors vous me direz, oui, mais t'as bien vu l'an dernier que quand ça se bat du côté des Jets, ça fait une bonne saison. Par rapport donc à Geno Smith qui s'était battu, et donc avec un de ses coéquipiers justement, et juste après les Jets, avec Ryan Fitzpatrick, mais qui quand même passe pas loin de se qualifier en playoff, oui, je suis d'accord. Mais ça paraît quand même inquiétant. Alors je sais que maintenant c'est de plus en plus le cas de voir comme ça des équipiers se chamailler un peu. Mais bon, ça reste quand même inquiétant pour justement les relations qu'il y a dans cet effectif. Donc voilà, ça va être quelque chose à surveiller. Et j'aimerais surveiller un troisième point. C'est donc l'arrivée donc de Matt Forte pour remplacer Chris Ivory. Je ne sais pas si on gagne au change, mais bon, ça sera là aussi une affaire à suivre. Est-ce que Matt Forte peut justement arriver à reprendre le poste laissé par Chris Ivory, qui avait là aussi fait une très bonne saison avec les New York Jets. Terminons par une dernière équipe donc dans cette AFC Est, c'est bien sûr donc les Miami Dolphins. Alors, les Miami Dolphins, cette saison, c'est vraiment un recrutement offensif.
avec 2 wide receivers et un tight end notamment. C'est des signatures aussi en défense avec Kiko Alonso et Mario Williams, avec aussi Abdel Koudous et avec Byron Maxwell. Donc voilà, c'est des arrivées des deux côtés du ballon. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui se construit petit à petit. Mais moi, ce qui me fait peur, et c'est peut-être ce qui fait que les Miami Dolphins pourraient ne pas créer la surprise dans cette division, c'est l'arrivée d'Arian Foster. Alors en soi, j'ai rien contre ce coureur qui peut vraiment être un très très bon running back. Le problème, c'est qu'il est souvent blessé et que pour récupérer Ryan Foster, il a fallu le départ de Lamar Miller. Donc voilà, est-ce que Arian Foster pourrait remplacer donc pourrait prendre le niveau qu'avait Lamar Miller, qui avait fait une bonne saison du côté de Miami? C'est une question que je me pose. Est-ce que Ryan Tannehill arrivera à poursuivre donc sa progression? Est-ce qu'il arrivera à s'imposer tout simplement face à la grande lutte qu'il y a donc des QB de la AFC Est, avec quand même, quand on a en face de lui 2 fois dans la saison Tom Brady, Ryan Fitzpatrick et donc bien sûr Taylor. Est-ce que voilà, est-ce qu'il va arriver à concurrencer ces 3 QB? Je sais pas. Je pense pas d'ailleurs. Et voilà, c'est vrai que les Dolphins m'inquiètent un peu. Alors après, encore une fois, le problème des Dolphins, c'est que voilà, ils arrivent à recruter des bons coureurs quand même, des bons joueurs aussi, mais ils n'arrivent jamais à passer ce cap qui font qu'ils arriveront à retrouver les playoffs. Ça fait quelques années qu'ils sont comme ça, qu'ils recrutent des grands noms et qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap. Bon, je pense malheureusement que cette année ça n'arrivera pas non plus. J'espère me tromper, mais pour l'instant pour moi ça n'arrivera pas. Mais bon, on va quand même suivre bien sûr les performances des Dolphins. Passons donc maintenant à une division qui sera assez serrée. Il s'agit donc de la AFC Nord. Avec donc pour moi en favori de cette AFC Nord, ça peut être un choix assez surprenant. Mais j'ai mis les Baltimore Ravens. Alors pourquoi les Ravens? Parce que les Ravens avaient déjà un très très bon effectif arrivé l'an dernier. Mais un effectif qui avait été décimé par les blessures. Plus de 6 titulaires avaient été blessés. Donc voilà, là ils vont retrouver tous ces joueurs. À part peut-être un ou deux joueurs qui souffriraient encore légèrement. Mais au final, la grande partie de l'effectif reviendrait. Donc ça c'est bien, on a eu un draft qui a plutôt été basé sur la défense. Et donc voilà, c'est vrai que c'était un point. Les Baltimore, je vais pas dire que c'était nul en défense, parce que c'était quand même une très bonne équipe. Mais était moins fort en défense qu'en offense. Donc voilà, un recrutement plutôt défensif, une draft surtout plutôt défensive, va être là pour améliorer légèrement ce côté-là, donc les rendre meilleurs forcément. Ensuite, on peut dire aussi qu'ils ont une O-line intéressante, vu qu'ils ont recruté, ils ont drafté notamment Ronnie Stanley en first pick, qui permettrait notamment à Joe Flacco d'avoir un peu plus de temps pour lancer. Donc voilà, je m'inquiète pas pour les Baltimore Ravens, et pour moi, ce sont vraiment une des équipes favorites dans cette AFC Nord. Avec une deuxième équipe dont je vais parler tout de suite, c'est les Pittsburgh Steelers. Mais alors, le problème des Pittsburgh Steelers, c'est que je les aurais donnés favoris si donc il n'y aurait pas eu cette pénurie de blessures l'an dernier, et donc cette pénurie de retour maintenant donc du côté des Ravens. Mais le problème des Pittsburgh Steelers, c'est qu'ils vont encore une fois, pendant plusieurs matchs, être privés donc de Le'Veon Bell, leur coureur. Alors, Le'Veon Bell était blessé l'an dernier, et on a vu que les Steelers s'étaient très bien débrouillés en allant notamment en playoff. Même si ils avaient dû arracher leur qualification en playoff la dernière journée. Donc voilà, avec Le'Veon Bell, on se serait dit qu'ils auraient été meilleurs. Mais le problème, c'est que Le'Veon Bell vient d'être à nouveau suspendu, cette fois 4 matchs. Donc bon, normalement, il devrait être là pour la fin de la saison. Mais, comment ils vont arriver à se débrouiller avec la blessure de Le'Veon Bell? C'est la question que je me pose. Après, sinon, au niveau des atouts des Pittsburgh Steelers, c'est bien sûr leur offense. Parce que malgré l'absence de Le'Veon Bell, il y a Angelo Williams qui se débrouille bien.
Il y a bien sûr Antonio Brown. Il y a donc Ben Roethlisberger. Donc voilà, il y a des joueurs de talent donc du côté des Pittsburgh Steelers. Qu'on fait une draft assez défensive. Donc là aussi, pour aller plutôt bonifier un point où ils étaient légèrement moins bons la saison dernière. Donc voilà, c'est une équipe à suivre. C'est une des favoris, clairement, pour les se qualifier en playoff. Mais pour moi, ce sera plutôt sur une wildcard, tout simplement, ce que je vous l'ai dit. Je mets les Baltimore Ravens favoris. Alors, il y a une troisième équipe favorite, quand je vous dis que cette AFC Nord va vraiment être serrée. Parce qu'il y a une troisième équipe favorite. Il s'agit donc des Cincinnati Bengals. Alors, les Cincinnati Bengals, déjà, ils ont récupéré un receveur de plus pour donc soit A.J. McCarron ou donc Andy Dalton. Je pense qu'ils partiront sur Andy Dalton, mais bon, on a vu les performances de McCarron qui n'étaient pas non plus médiocres. Donc, en cas de blessure de Dalton, on peut avoir un backup qui va pouvoir tenir la baraque, donc c'est bien. Et donc, ce receveur de plus, c'est un ancien receveur des New England Patriots qui, bon, l'an dernier avait été un peu plus décevant, mais sinon, qui a toujours été présent, c'est Brandon LaFell. Alors, c'est vrai, 14, je l'avais surnommé un peu l'an dernier, Brandon LaFell. Mais bon, faut dire ce qui est, il est quand même, ça peut quand même être un receveur de choix. Et puis, ça peut faire vraiment un très bon quatuor d'attaque entre donc Bernard en running back, donc Andy Dalton ou A.J. McCarron, mais avec favoritisme bien sûr pour Andy Dalton en quarterback, et A.J. Green d'un côté, et de l'autre on mettrait Brandon LaFell. Donc voilà, on a vraiment des ouvertures qui se créent du côté des Cincinnati Bengals, et peut-être que c'était ce qui manque pour qu'ils passent ce tour de plus en playoff, parce que voilà, il leur manque un petit peu d'expérience en plus pour passer ces petits tours en plus et aller possiblement espérer un Super Bowl. Parce qu'on voit donc l'an dernier, bon, ben, ils perdent face aux Steelers, ils perdent face à une équipe qui était largement meilleure qu'eux sur le match, faut dire ce qui est. Mais ils auraient quand même pu passer, et s'ils seraient passés, ben, il leur restait 2 matchs avant donc de gagner le Super Bowl. 2 matchs. Mais bon, faut arriver à gagner ces 2 matchs en plus, faut arriver à gagner ce match qu'ils ont loupé. Donc voilà, ça, est-ce que cette expérience en plus amenée par Brandon LaFell peut les aider? Je pense. Malheureusement, donc ils auront donc des blessés donc du côté de leur effectif. Alors donc notamment donc leur tout premier pick de la draft qui est blessé pour 3-4 mois malheureusement. Et donc Tyler Eifert et James White qui eux donc sont placés eux aussi sur les PUP, enfin cette liste donc de ceux qui ne sont pas en compétence de performer donc durant le training camp. Et enfin terminons par une équipe en reconstruction, une équipe qui pour moi n'a peut-être rien à espérer cette année dans cette AFC Nord. C'est les Cleveland Browns. Mais on aura quand même une sorte de petite comment dire ça, de petite interrogation en regardant les Cleveland Browns. C'est qu'est-ce que peut faire RG3, donc Robert Griffin III. Robert Griffin III qui avait dit tout simplement l'an dernier lors de la pré-saison: je me sens comme le meilleur QB de la NFL, et qui le match d'après s'était récupéré une commotion cérébrale. Bon, en soi, mais est-ce que cette année il se sentirait aussi comme le meilleur QB de NFL, sachant que ça ne lui avait pas trop porté chance, j'espère pas pour lui. Mais bon voilà, Robert Griffin, c'était vraiment un QB qui pouvait avoir du talent, et qui s'est un peu perdu chez les Washington Redskins, qui n'est pas arrivé à exposer son talent. Là, il se retrouve chez les Browns avec un boulevard en tant que titulaire, parce que clairement, qui pourrait le remplacer? McCoy, mais il veut partir. Donc, on mettrait qui à sa place? Il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne qui pourrait prendre le rôle de starter QB, de franchise QB. Il n'y a que Robert Griffin, mais maintenant, il faut qu'il le prouve sur le terrain, chose qu'il n'a pas encore fait, donc du côté des Washington Redskins. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Et c'est pour moi la seule question qu'on pourrait avoir donc du côté des Browns. Les Browns qui ont quand même récupéré Travis Benjamin. Donc bon, voilà, ça peut être une recrue en plus. Et ça peut être surtout une recrue importante pour Robert Griffin III. Mais bon, ça reste toujours une équipe en reconstruction. Donc voilà,
c'est pas une équipe dans laquelle je mettrais une pièce pour aller gagner le Super Bowl cette année, ça c'est sûr. Donc continuons cette fois donc avec la AFC Sud. Et donc ben, là aussi pour moi une division qui sera un peu plus serrée. Mais il reste quand même deux équipes qui ben, se détachent. La première c'est bien sûr les Texans. Alors les Texans qui donc récupèrent quand même deux wide receivers donc de Notre-Dame à la draft. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Deux receveurs de la même équipe, ils se connaissent. Et surtout Notre-Dame qui est une très bonne équipe du côté de la NCAA. Donc voilà, c'était ce qu'il leur fallait. Des mains en plus ben, pour aller aider tout simplement Hopkins qui se sentait un peu seul des fois. Ils ont récupéré aussi un très très bon QB à la personne donc, de Brock Osweiler. On l'avait vu donc au moment où il avait remplacé Peyton Manning du côté des Broncos. Il a fait de très bonnes performances. Au point qu'on se demande si on ne devait pas donc, le mettre titulaire à la place donc, ben, de Peyton Manning pour les playoffs. Bon, au final, on a choisi donc, de garder quand même Peyton Manning. Et ça a été un bon choix vu que les Broncos sont allés au Super Bowl. Mais bon, Brock Osweiler, c'est déjà beaucoup mieux que le genre de QB qu'on avait avant, que donc, du côté des Texans. Donc c'est meilleur signe pour eux. Et surtout, ça veut dire qu'on aura un QB capable de lancer. Et des receveurs, normalement, pour ceux donc de Notre-Dame et pour Hopkins, capables de catcher. Donc c'est important. Quand tu as des receveurs capables de capter une balle et des QB capables de lancer, c'est bon signe. Alors après, oui, ils perdent quand même Arian Foster. Mais bon, je n'ai parlé, donc au moins de parler de Miami. Arian Foster était souvent blessé, donc au final, je ne pense pas que ce soit très inquiétant du côté des Texans. Par contre, seule petite inquiétude, c'est J.J. Wyatt qui a ressenti donc des douleurs avant le camp d'entraînement. Alors, J.J. Wyatt blessé, ça peut être une information importante. Même si on sait que J.J. Watt, même blessé, serait capable d'aller jouer un match, de toute manière. Il a même fait ça avec, je crois, un poignet cassé, si je me rappelle bien. Donc voilà, il serait capable d'aller monter sur le terrain. Mais, est-ce qu'il serait capable d'être à son meilleur niveau quand on sait toute l'importance de J.J. Wyatt dans la ligne défensive des Texans, l'importance sur, ben justement, le jeu adverse, parce que c'est une menace. Quand t'as J.J. Wyatt en face de toi et que t'es un offensive guard, mais tu pries presque, ou un offensive tackle d'ailleurs, tu pries presque pour qu'il vienne pas dans ton trou. T'espères qu'ils prennent l'autre trou, parce que t'es sûr de te faire bouger. Tu vas peut-être le stopper, tu vas peut-être l'empêcher d'aller saquer, mais t'es sûr de te faire bouger. Parce que c'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de la NFL à son poste, J.J. Wyatt. Enfin, à son poste, sûr et certain le meilleur joueur. Mais, sûrement, oui, un des meilleurs joueurs de toute la NFL comprise. Voilà, J.J. Wyatt est vraiment quelqu'un qui a de l'importance et qui peut faire basculer un match en un passage. Parce qu'imagine, il transperce la ligne, c'est dans un moment important, il peut facilement aller chasser le quarterback, lui forcer le fumble, le saquer, ben, concéder un safety. Donc voilà, il peut vraiment retourner un match en un claquement de doigts. Donc voilà, s'il est blessé, ça peut malheureusement être inquiétant pour les Texans. Donc deuxième favori pour moi dans cette division, c'est les Colts. Les Colts, donc on en reparlera un peu plus tard lors donc, des moments pronostics pour le match du Hall of Fame. Alors, quelques petites questions quand même du côté des Colts. C'est, est-ce que Andrew Luck arrivera à tout simplement récupérer son abdomen habituel? Parce que bon, avec des côtes cassées, forcément, ça devient un peu plus dur, vu que c'est ça qu'il avait privé donc, de sa saison, tout simplement, l'an dernier. Et surtout, est-ce que Andrew Luck va retrouver sa forme? Parce qu'il avouait lui-même en interview, avant même qu'il se blesse, il se disait pas en forme. Donc est-ce qu'il aura retrouvé la forme? C'est la question qu'on peut se poser. Sinon après, notons bien sûr un draft du côté de la défense. Donc voilà, là aussi on vient, comme je l'ai dit, bonifier un secteur dans lequel on était un peu plus faible. On va suivre quand même cette équipe des Colts qui peuvent vraiment créer la surprise en AFC Sud. Donc continuons avec une équipe assez jeune. Alors c'est assez surprenamment quand même que je l'ai mis en tant que troisième
je vais pas dire favori, mais plutôt en tant que premier outsider de cette AFC Sud, c'est les Tennessee Titans. Alors certains vont s'étonner que je n'ai pas mis les Jaguars à ce moment-là. Mais bon, quand j'ai vu la saison qu'a fait Marcus Mariota cette année, qui a vraiment été, avec une ligne qui n'était pas du tout en place, 52 sacs ont été concédés cette saison, je tiens à le rappeler. Marcus Mariota a quand même été un quarterback qui s'est bien débrouillé, qui a offert de belles actions. Donc voilà, c'est vraiment un quarterback qui est le futur tout simplement de Tennessee. Et là, on lui offre en premier déjà Matt Cassel pour venir un peu lui donner cette expérience. Parce que je pense pas que Matt Cassel soit signé pour être titulaire. Je pense que Matt Cassel soit signé pour être déjà backup en cas de nouvelle blessure de Marcus Mariota, mais surtout pour apporter de l'expérience. Et apporter cette sorte de petit challenge à Marcus Mariota. Lui dire, t'es pas titulaire mon vieux. Si tu te loupes, on te change. Et ça forcément ça fait améliorer un quarterback. Parce que t'as la pression. Tu sais que si tu te fais intercepter trop de fois, c'est Matt Cassel qui va rentrer sur le terrain. Et peut-être que Matt Cassel va moins se faire intercepter que toi. Donc peut-être qu'au prochain match, c'est toi qui seras sur le banc. Et le problème c'est quand t'es quarterback que t'es sur le banc, mais c'est plus toi qui choisis tes jeux, c'est plus toi qui contrôle ton équipe. C'est plus toi qui va mener ton équipe à la victoire. Alors que lui, Marcus Mariota, c'est ce qu'il veut. Il veut mener Tennessee le plus loin possible. Donc c'est à lui de prouver qu'il est meilleur que Matt Cassel. Chose que je le crois capable, bien sûr. Mais pour ça, il doit montrer qu'il est là, ne pas trop se faire intercepter, ne pas trop faire d'erreurs dans la décision des jeux à prendre. Et c'est à ce moment-là que voilà, on lui fera confiance. Et je pense qu'on lui fait déjà un peu confiance du côté de Tennessee. Et que Matt Cassel est vraiment là pour lui mettre ce petit coup de pression en plus. Derrière, on va lui rajouter donc DeMarco Murray, alors qu'il y a un peu une interrogation quand même. C'est est-ce que DeMarco Murray retrouvera sa forme qu'il avait du côté des Cowboys, ou est-ce qu'il aura plutôt sa forme des Eagles? S'il a la forme qu'il avait chez les Eagles, c'est beaucoup plus inquiétant quand même pour Marcus Mariota. Mais bon, on sait aussi qu'il n'était pas vraiment trop d'accord avec les décisions du coaching et de l'administration donc des Eagles, notre ami DeMarco Murray. Donc ça peut déjà être aussi quelque chose qui peut s'arranger avec son transfert du côté des Titans. Donc voilà, et puis surtout, on est allé chercher donc du côté de la O-line avec donc notamment Jack Conklin, le first pick donc des Tennessee Titans. Donc voilà, on a vraiment une équipe qui est en train de se construire autour de Marcus Mariota et qui peut vraiment être la petite surprise. En tout cas, moi je mets ma pièce sur eux en tant que petite surprise de cette année. Pas pour aller se qualifier en playoff, mais pour créer des soucis. Donc une deuxième équipe qui elle pourrait créer des soucis, mais selon moi un peu moins que les Tennessee Titans malgré leur très grosse free agency, c'est bien sûr les Jacksonville Jaguars. Alors on avait déjà quelque chose qui était créé entre Bortles, entre Robinson, entre Allen et les autres. Mais là en plus, on va rajouter maintenant Chris Ivory, qui sort d'une très grosse saison du côté des Jets. On va rajouter Malik Johnson, qui a fait aussi de belles saisons du côté de Denver. On va rajouter Prince Amukara, qui est aussi un très bon joueur. Et derrière, on vient de drafter des bons joueurs aussi. Vu qu'on vient de drafter donc Jalen Ramsey en cornerback et Miles Jack en cornerback aussi, pour vraiment venir tout simplement... Miles Jack en linebacker, excusez-moi. Donc voilà, on vient renforcer la défense avec donc Miles Jack, Malik Johnson, Prince Amukara, Jalen Ramsey. Et on vient en plus offrir une arme de plus à Bortles. Avec Chris Ivory, c'est vraiment une grosse équipe qui est en train de se construire. Mais pour moi, c'est pas l'année où on verra l'explosion des Jaguars. Il leur manque peut-être un ou deux joueurs en plus. Mais bon, étant donné que, à part Chris Ivory, parmi les joueurs que j'ai cités, forcément, les rookies qui ont été prêts à la draft sont des jeunes joueurs. Les Robinson Allen sont des jeunes joueurs. Les Bortles sont des jeunes joueurs. Donc voilà, il leur manque une année, 2 années peut-être de plus maximum.
Et avec l'apport de l'expérience justement qu'a Chris Ivory, on peut avoir une très grosse attaque du côté des Jaguars. Une bonne défense qui est en train de se former avec Malik Johnson et les autres. Donc je ne m'inquiète pas. Mais pour moi, ce ne sera pas l'année des Jaguars. Pas cette année en tout cas, mais l'an prochain ou dans 2 ans, pourquoi pas. C'est vraiment une équipe d'avenir qui se construit. Et je les vois bien capables, à maturation, d'aller possiblement gagner un Super Bowl. À maturation, bien sûr. Passons donc dans la dernière division de l'AFC. Vous l'avez compris, hein, bien sûr, il s'agit de l'AFC West. Avec en tête d'affiche les Denver Broncos. Les gagnants du Super Bowl cette année, mais qui ne sont tout simplement dans une impasse. C'est qu'ils n'ont plus leur QB qu'ils avaient cette année. Les 2 QB qu'on jouait cette année sont partis. Peyton Manning, bien sûr, à la retraite. Brock Osweiler du côté des Texans. Maintenant, la question est de savoir qui on met comme QB. Est-ce qu'on met Mark Sanchez? Est-ce qu'on met Paxton Lynch? Est-ce qu'on en met un autre? Et suivant qui on met, est-ce qu'ils vont avoir la capacité d'aller rivaliser avec les performances qu'ont fait Brock Osweiler et Peyton Manning? Et là, c'est plus dur à savoir. Puis même, passer d'un Peyton Manning et d'un Brock Osweiler à un Paxton Lynch et avec tout le respect que j'ai pour ce jeune rookie qui peut vraiment être très bon, et surtout un Mark Sanchez, mais c'est comme si le Paris Saint-Germain était passé d'un Zlatan Ibrahimovic au meilleur buteur de Ligue 2. Il y a 2 mondes d'écart. Comme il y a 2 mondes d'écart entre Mark Sanchez et un Peyton Manning. Et même un Paxton Lynch et un Peyton Manning. Donc voilà, c'est la question. Et le problème, c'est que c'est souvent le quarterback qui fait l'équipe. Parce que forcément, le quarterback, c'est un des éléments importants, si ce n'est l'élément le plus important de l'équipe avec sa ligne offensive. Et là, on n'a pas de quarterback qui a encore montré pour le moment qu'il a la capacité d'être un franchise quarterback. Donc, affaire à suivre, bien sûr. Peut-être que Paxton Lynch va exploser et me faire mentir. Hein. Et surtout, l'autre problème qu'a les Broncos cette saison, et c'est vrai que ça c'est embêtant pour eux, malheureusement, c'est qu'ils ont perdu de nombreux joueurs. Et ça peut vraiment être inquiétant. Donc, ils ont perdu Manning, Osweiler, je l'ai dit, ils ont perdu Vernon Davis, ils ont perdu Caldwell, ils ont perdu Malik Johnson en defense. Donc voilà, ça fait des joueurs en moins. Alors certes, ils ont récupéré du renfort, avec Garrett Graham notamment en tight end, et John Phillips d'ailleurs aussi. Et ils ont donc un très jeune wide receiver qui a fait de belles performances, notamment une très très belle réception au camp d'entraînement. C'est Jordan Taylor. Mais le problème, c'est que quand on est au camp d'entraînement, c'est pas la même chose que quand on est sur un terrain de NFL. Alors, certes, peut-être qu'on a des cornerbacks performants, mais en NFL, tu auras des cornerbacks qui voudront littéralement ta peau. Enfin, on se rappelle notamment de Josh Norman et Odell Beckham Jr. T'as un cornerback qui te met la pression. Et quand t'es jeune, comme Jordan Taylor, si t'arrives à faire des belles performances au camp d'entraînement, alors oui, c'est bon signe pour toi. Mais est-ce qu'en pré-saison, est-ce qu'en saison régulière, face à un cornerback qui va te mettre la pression 100 fois plus que ce que le cornerback de ta propre équipe va te mettre la pression qu'en entraînement, est-ce que tu vas arriver à catcher les ballons? Et ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et surtout, est-ce que ton QB aura le temps de balancer les ballons? Bon, normalement, avec la ligne offensive qu'a Denver, je ne m'inquiète pas. Mais ça peut quand même être une question qu'on peut se poser. Bon, voilà, Denver qui reste quand même favori dans cette division, malgré 2 autres équipes qui peuvent créer la surprise. Alors, la première, elle est assez jeune. C'est les Riders, bien sûr. Donc, les Oakland Riders, qui tout simplement, sont en train de former une équipe sur les bases de ce qu'ils ont formé l'an dernier. De bonnes bases d'ailleurs, vu qu'ils avaient fait une bonne saison. Donc voilà, on garde les mêmes bases. Et on rajoute juste Haldon Smith, donc l'ancien des 49ers,
La seule question donc avec Aldon Smith, c'est malheureusement sa possible suspension. Vu qu'on a donc une photo de lui en train de fumer qui pourrait lui causer une nouvelle suspension. Donc voilà, s'il venait à être suspendu, ben ça serait un renfort en moins pendant quelques matchs. Mais sinon ça part sur les mêmes bases avec une année d'expérience en plus. Ça peut facilement créer donc une bonne dynamique, tout simplement. L'autre équipe favorite dans cette division, c'est bien sûr les Chiefs. Les Chiefs qui pourront toujours compter sur leur défense qu'ils auront sûrement augmenté avec donc toute cette draft défensive qu'ils ont récupérée. La seule question, c'est le cas Eric Berry. Eric Berry qui est tout simplement en train de faire péter les camps d'entraînement. Voilà. Alors que pourtant, il a le franchise tag, quand même. Tout ça juste parce qu'on ne s'entend pas donc pour un accord à long terme. Donc voilà. Est-ce que sans Eric Berry, les Chiefs pourront aller loin? Et si même Eric Berry arrivera à s'entendre avec ses dirigeants, combien de matchs il lui faudrait pour retrouver un niveau, sachant qu'il n'a pas fait de camp d'entraînement, pardon. C'est la question qu'on peut se poser. Et donc ensuite, dernière équipe donc de cette catégorie, dernière équipe de l'AFC, les Chargers, qui est aussi un gros problème. C'est le problème de Joey Bosa. Joey Bosa qui était vraiment donné comme une des très grandes recrues, le meilleur choix sûrement qu'ils aient fait de la draft. Le problème, c'est qu'il a toujours pas signé. Il a toujours pas signé. Et même s'il signe, est-ce qu'il... Le fait d'avoir loupé le début de l'entraînement, le début du camp d'entraînement, lui permettra d'avoir un bon niveau? Puis même il est jeune, il s'est exprimé qu'à NCAA, donc est-ce qu'il arrivera à s'adapter à la NFL? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser pour Joey Bosa. Et s'il signe pas, les Chargers ont jusqu'à la fin du mois pour le trader. Mais le trader avec qui? Qui c'est qui serait encore disponible sur le marché du niveau potentiel de Joey Bosa? Donc voilà, c'est une mauvaise année en perspective malheureusement pour les Chargers. Passons donc de l'autre côté, du côté de la NFC. Et cette fois, une équipe donc... en NFC Est, bien sûr, on fait dans le même ordre que pour la NFC. Une équipe qui avait créé la surprise, en tout cas c'est mon impression l'an dernier. C'est donc, bien sûr, les Washington Redskins. Avec donc notamment Kirk Cousins qui avait fait une très bonne saison. Et cette année, ils ont des recrues en plus. Que ce soit donc leur draft pick Josh Doctson, que ce soit Josh Norman en défense, ou que ce soit Vernon Davis. Donc 2 cibles de plus en la personne de Josh Doctson et Vernon Davis. Et pour Josh Norman, ça fait un cornerback qui a prouvé qu'il pouvait faire de bonnes choses en plus aussi. La seule question, et c'est malheureusement donc une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Josh Norman, au vu du camp d'entraînement qu'il fait, c'est un camp d'entraînement médiocre, tout simplement, médiocre, et je ne pèse pas mes mots. Il est à la ramasse complet. Est-ce qu'il retrouvera son niveau? Et si ce n'est pas le cas, mais la déception du côté des Redskins qui ont quand même dépensé une grosse somme d'argent sur lui. Donc voilà, si l'investissement n'est pas retourné, forcément ce serait une mauvaise nouvelle pour les Washington Redskins. Et surtout qu'ils ont besoin de ce plus en défense. Donc voilà, affaire à suivre. Malgré tout, au vu de leur saison, je les vois bien favoris encore une fois dans la NFC Est. Mais favoris à égalité avec les New York Giants. Donc les New York Giants qui ont récupéré donc beaucoup de défenseurs. Et notamment 3 grands noms pour moi. C'est Jenkins, le cornerback. Olivier Davids, le defensive end. Et surtout Eli Apple, leur first pick. Donc voilà, 3 atouts de plus en défense. Ajoutez à ça une arrivée en attaque. Alors, ça, c'est peut-être du pur cocorico, hein. Mais l'arrivée donc d'Anthony Dablé, le français, donc qui vient de signer chez New York Giants. Alors déjà, j'ai hâte de voir jouer donc Anthony Dablé sous le maillot des Giants, voir ce qu'il vaut. Même si je sais, par rapport à ce que j'ai entendu parler de lui et à ce que j'ai vu de lui, surtout dans le championnat de France, qu'il est très bon. Et surtout, j'ai hâte de voir qu'est-ce que cette nouvelle défense qu'est en train de créer les Giants
peut donner. Et est-ce que Jason Pierre-Paul va arriver à refaire des sacs avec sa main où il a plus que 3 doigts? Et surtout, qu'est-ce que l'offense, mais bon, qui est si talentueuse avec Odell Beckham Jr. et Eli Manning notamment, vaut. Donc voilà, les Giants peuvent être un des favoris pour une possible qualification, ça c'est sûr. Continuons donc ensuite par les Eagles. Les Eagles qui se retrouvent tout simplement avec une question, c'est qui mettre en quarterback. Et si on met donc Carson Wentz, ce qui paraît être le cas, vu que je vois mal Stafford être quarterback. Sam Stanford, pardon, être quarterback. Mais le problème, c'est que si on ne met pas Carson Wentz, donc ça sera Sam Stanford, et qui a peut-être pas le niveau du franchise quarterback, on l'a vu l'an dernier. Et si on laisse les clés du camion à Carson Wentz, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs d'avoir tradé pour aller le récupérer, est-ce qu'il n'est pas trop jeune? Est-ce qu'il n'est pas inexpérimenté pour la NFL? C'est la question que je peux me poser. Alors ensuite, on peut aussi noter donc le cas Nelson Agholor, qui donc a quelques petits soucis de justice, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, si en plus Carson Wentz est privé d'un wide receiver, ça pourrait être inquiétant. Alors terminons avec les Cowboys. Les Cowboys qui risquent encore une fois de pas beaucoup gagner de matchs. En effet, voilà, vous voyez cette photo très inquiétante de Tony Romo. On a presque l'impression qu'il a doublé de corpulence. Donc c'est assez inquiétant, Tony Romo qui avait loupé toute la saison dernière. Et qui avait fait que les Cowboys n'ont gagné que 2 matchs. Donc déjà, c'était assez inquiétant pour eux. Ezekiel Elliott, pardon. Qui a été signé donc à la draft. Qui est un très bon running back. A quelques soucis au niveau du tendon. Donc, est-ce qu'il aura le niveau? Est-ce qu'il sera en forme à la rentrée? C'est la question qu'on peut se poser. Et ensuite, la suspension donc, de McClain. Tony Romo donc, a ses problèmes. Si Tony Romo est pas en forme, qui on met en QB? Parce que Moore est blessé. Et donc après, il reste plus de grands QB. Alors, il y a donc quand même Michael Vick qui se propose en tant que second QB au besoin donc des Cowboys. Si jamais les Cowboys veulent le signer. Donc, affaire à suivre. Darren McFadden est aussi blessé. Smith est blessé aussi, donc le second pick de cette draft des Cowboys. Donc voilà, les blessés commencent déjà. Les méformes sont déjà présentes. Donc ça s'annonce noir, très noir dans le ciel des Cowboys, malheureusement. Remarque qu'ils ne verront pas le ciel au vu de leur stade. Mais ça s'annonce quand même très noir. On continue donc maintenant avec donc, du côté de la NFC Nord et les Packers. Alors les Packers, pas trop de choses à dire sur eux. Ils ont fait une très très bonne saison l'an dernier. Ils sont en forme. Après, bon, ils ont mis un peu de temps quand même pour se mettre en marche. Mais du moment où ils ont été en marche, ils ont fait une très grosse fête de saison. Aaron Rodgers a prouvé qu'il avait toujours un très très bon bras. Ils sont passés pas loin d'éliminer les Cardinals. Donc voilà, c'est vraiment une équipe à suivre. Après, voilà, seul souci, la blessure de Jordy Nelson. Est-ce qu'il sera de retour à temps? Est-ce qu'il sera en forme à temps? C'est la question qu'on peut se poser. Mais les Packers ont quand même une assez bonne équipe. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien que le fait que voilà, ils soient en forme, qu'ils font des très belles fins de saison, ça fait d'eux tout simplement des contenders pour une qualification en playoff comme d'habitude. Avec surtout Clay Matthews qui retrouvera le poste qu'il affectionne. Donc le poste du side linebacker. Donc voilà, ça peut faire une très bonne équipe encore. Pour moi, c'est vraiment les favoris dans cette division. Donc voilà, affaire à suivre, bien sûr, pour eux. D'ailleurs, j'en reparlerai au moment donc, de faire mes pronostics pour donc, leur match face aux Colts tout à l'heure. Parlons donc maintenant des Vikings. Alors, je suis désolé, mais mauvaise nouvelle pour les fans des Vikings. Vous aurez encore Blair Walsh. Non, donc, cette vanne était peut-être de mauvais goût.
Mais bon, on se rappelle donc de la déception sur le visage de cette campagne, limite pour virer Blair Walsh après ce field goal loupé qui aurait pu les qualifier, fait qui aurait pu les faire éliminer surtout les Seattle Seahawks et les qualifier au tour suivant des playoffs. La déception, Bridgewater qui a été blessé. Mais bon, il se retrouve maintenant avec une meilleure équipe, tout simplement. Bridgewater qui a pris un peu plus d'expérience. Donc voilà, ça reste quand même une équipe de talent. Ils ont un très très bon first pick en la personne de laquelle Tradwell. Ils ont récupéré Alex Boom, donc du côté de l'offensive guard. Donc voilà, ça reste une équipe qui se forme avec pareil de très bons joueurs autour de Bridgewater. La seule question, c'est l'état de santé d'Adrian Peterson, qui commence à prendre un peu d'âge et qui surtout est blessé. Voilà, est-ce qu'Adrian Peterson arrivera à retrouver son meilleur niveau? Ça sera une affaire à suivre. Mais en tout cas, moi, je ne m'inquiète pas pour eux. Mais bon, on verra. Donc, continuons donc maintenant avec les Bears. Pardon, non, les Lions, excusez-moi. Les Lions qui perdent Kelvin Johnson. Donc, mauvaise nouvelle pour eux, bien sûr. Donc, retraite donc, de ce dernier. Mais qui récupère quand même Anquem Boldin. Donc, Anquem Boldin, avec l'accent américain. Donc, l'ancien lui aussi des 49ers. Donc, voilà, ça peut être une arrivée d'expérience donc pour eux. Donc, voilà, c'est une affaire à suivre en tout cas là aussi. Les Chicago Bears, donc maintenant, parce que voilà, je vais pas m'éterniser sur les Lions. Ils vont être dans le milieu de tableau donc de cette division. Je les vois pas les frapper plus haut malheureusement parce qu'ils n'ont pas de franchise QB. Ils perdent quand même un grand joueur, mais je les vois pas non plus descendre derrière les Bears. Pourquoi est-ce que je vais m'expliquer? Les Bears viennent de perdre 3 grands joueurs. Et ils ont quand même perdu Forte. Ils ont quand même perdu Jenkins. Ils perdent voilà, de plus en plus de joueurs. Ils ont fait une draft offensive, oui, ça peut se comprendre. Mais ça reste à draft, ça reste jeune. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'ils veulent réellement. Ce qu'ils valent réellement. Donc voilà, ça peut être cette question. Je ne vois pas les Bears en tout cas aller très loin dans cette compétition malheureusement. Parlons donc maintenant d'un des favoris au Super Bowl. C'est les Carolina Panthers. Arriveront-ils à surfer sur leur vague de l'an dernier? Alors, normalement oui, parce qu'ils récupèrent quand même Kelvin Benjamin, qui avait été blessé l'an dernier et qui fait donc une cible de choix pour donc Cam Newton, qui avait déjà d'autres bonnes cibles. Mais malgré tout, ça peut aussi apparaître comme un one-shot. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense vraiment que les Panthers, surtout avec une autre draft défensive pour venir bonifier cette défense, c'était déjà très bonne. Le retour de Kelvin Benjamin, la forme de Ted Ginn Jr. peut vraiment donc créer une bonne équipe, avec en plus donc Cam Newton qui peut gagner un peu plus d'expérience. Maintenant, vont-ils se remettre de leur désillusion au Super Bowl? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est une affaire à suivre en tout cas, mais je pense clairement que les Panthers peuvent être vraiment des favoris dans cette compétition. Et pourquoi pas aller arracher une seconde qualification au Super Bowl. Ils auront donc quand même les Falcons donc, en tant que clients. Alors les Falcons, je vais dire rien à signaler dans cette intersaison pour eux, au sens où ils ont été assez discrets, pas de grosses signatures, pas de gros départs. Un effectif qui sera sensiblement le même, avec donc les draft picks en plus. Donc voilà, c'est une équipe qui continue à avoir du talent, il leur manque de la régularité. Est-ce que Matt Ryan va apporter cette régularité? Je sais pas. Donc voilà, ils ont vraiment des joueurs capables d'aller tout simplement en playoff. Mais il leur manque une régularité qu'ils n'ont pas eu l'an dernier, en fait qu'un départ canon. Et après, ils ont complètement chuté. Donc voilà, s'ils arrivent à surfer sur ce nouveau départ canon et tenir 2 matchs de plus, 3 matchs de plus, ils se qualifieraient en playoff. Donc voilà, ça serait une affaire à suivre. Passons aux 2 outsiders, aux 2 équipes qui auront peut-être un peu plus de mal donc à briller dans cette division.
c'est bien sûr les Buccaneers. Les Buccaneers qui continuent donc à créer une équipe autour donc de Jameis Winston. Avec donc une draft cette fois défensive. Pour venir tout simplement aller apporter comment dire ça, du calme dans l'offense, qui sait qu'ils n'auront pas à marquer plus que ce que la défense encaissera, vu que la défense sera sera meilleure. Jameis Winston qui gagnera bien sûr de l'expérience. Donc voilà, c'est une équipe qui se construit petit à petit. Peut-être que eux aussi, comme les Jaguars, dans quelques années, ça sera leur année à maturation, je pense. S'ils continuent à se construire, que Jameis Winston et compagnie pourront aller très loin. Et enfin les Saints. Les Saints. Que dire sur eux? À part qu'ils ont signé Roman Harper. Donc le cornerback des Panthers. Sinon, que dire d'autre sur eux? Malheureusement, rien de bon signe en fait. Ils n'ont pas fait non plus une intersaison sensationnelle au niveau du recrutement. Voilà, je pense clairement que les Saints resteront les Saints la saison prochaine. Et que on n'a pas s'attarder dessus malheureusement. Et donc passons maintenant à la dernière division. Où là, il y a 4 équipes. Dont 2 qui devraient se battre pour la première place. Et 2 qui pourraient possiblement créer la surprise. Vous avez compris, hein, il reste plus que la NFC West. On commence avec un des favoris pour moi, les Seattle Seahawks. Les Seattle Seahawks qui certes perdent donc Marshall Lynch à la retraite, mais qui ont récupéré en fin d'année dernière la Legion of Boom qu'on connaissait. Et qui là justement cette fois vont récupérer un Legion of Boom original. Donc on s'en rappelle en la personne bien sûr de Brandon Bonner. Alors certes ils perdent Irving et Okung qui étaient des éléments importants de cette Legion of Boom. Mais qui vont être... qui pourraient vraiment être remplacés. Parce qu'on a très bien vu que la D-line de cette équipe donc de Seattle était très bonne. Russell Wilson a explosé. Donc sera-t-il capable de continuer sur cette lancée? Parce que oui, pour moi, les 2 dernières saisons, certes, ils font les Super Bowls. Mais Russell Wilson est vraiment face à... il est pas face, il est surtout en retrait face à donc notre ami Marshall Lynch, qui pour moi portait vraiment avec la Legion of Boom Seattle. L'an dernier, au moment où la Legion of Boom a été un peu moins bon, que Marshall Lynch a commencé à être blessé, et on a très vite vu que Russell Wilson était bon. Et Doug Baldwin a explosé avec lui. Puis on a retrouvé Thomas Walsh. Enfin, on a trouvé surtout Thomas Walsh. Donc là, va-t-on le retrouver cette saison, même si Thomas Walsh est blessé pour l'instant. Mais voilà, ça reste toujours un effectif de talent, donc du côté de Seattle. Et je les vois bien, tout simplement arracher cette première place. On a vu l'an dernier, leur match contre les Panthers, il est quand même assez serré en playoff. Voilà, c'est pas dit non plus que si on fait 10 fois ce match-là, ils le perdent 10 fois. Loin de là. Voilà, c'est un effectif de talent, tout simplement. Et si Doug Baldwin, Russell Wilson et Thomas Walsh retrouvent le talent qu'ils ont l'an dernier, si les Legion of Boom se retrouvent, alors ils peuvent faire très 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 mal à toutes les équipes qu'ils affrontent. Toutes. Et donc, face à eux, bien sûr, il y aura les Cardinals. Alors, les Cardinals, c'est une draft défensive pour venir soutenir un peu la défense. L'attaque, on l'a déjà trouvé. On a déjà Phil Gerald, on a déjà Carson Palmer et d'autres bien sûr. On a vraiment un gros effectif donc du côté de l'offense. Du côté de la defense, il manquait peut-être ce petit truc en plus qui a été apporté par cette draft. Voilà, la seule question c'est est-ce que Tyrann Mathieu va pouvoir revenir à temps. Lui aussi blessé, lui aussi placé donc sur cette liste donc d'incompétence à performer, donc sur la liste, pour le training camp. Enfin, terminons par donc 2 équipes qui vont se battre pour essayer donc de concurrencer surtout les Cardinals et les Seahawks. On commence par les Rams. Alors les Rams, je pense que la première question qu'on peut se poser c'est qui est leur quarterback. Alors vu qu'ils ont coupé Nick Foles, je pense clairement qu'on se dirige vers Jared Goff en quarterback.
Donc en soi, ça peut être une bonne nouvelle. Mais voilà, est-ce que Jared Goff, pareil, est-ce qu'il a l'expérience de... Enfin, est-ce qu'il n'est pas trop inexpérimenté pour la NFL? C'est la question qu'on peut se poser. De plus, la fin de carrière de Trey Mason peut être un petit souci. Donc Trey Mason qui a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. Est-ce que Todd Gurley va continuer sur cette même longueur? Est-ce que Fisher va arriver à sortir de cette, entre guillemets, malédiction du 8-8? C'est la question, mais bon, les Rams peuvent créer la surprise. Il n'y a aucun souci dans cette division. Ah, il leur manquera peut-être un petit quelque chose en plus pour possiblement une grande qualification en playoff. Mais ça reste des outsiders quand même. Et une équipe que je vais suivre. Et enfin, une équipe en reconstruction, malheureusement. Il s'agit des San Francisco 49ers. Une équipe en reconstruction, mais qui perdent en fait leur ancienne gloire. Avec donc le départ maintenant de Reggie Bush, Alex Boom, Anquan Boldin, la retraite donc de Jared Hayne, donc bon, qui avait été gloire que quelques matchs, mais Jared Hayne qui avait fait de belles performances en pré-saison l'an dernier, et donc est parti maintenant, qui est reparti du côté du rugby. Alors après, il y a cette question, on prend qui en quarterback? Est-ce qu'on prend Colin Kaepernick? Est-ce qu'on prend Blaine Gabbert? Dans les deux cas, il y aura des déçus, il y aura des contents. Mais le problème, c'est lequel sera au meilleur niveau. Parce que Colin Kaepernick été un quarterback qui a prouvé souvent qu'il pouvait faire de belles choses. Mais qui l'an dernier s'est littéralement effondré. Et Blaine Gabbert est un quarterback qui l'an dernier a prouvé qu'il pouvait tenir une équipe. Mais que les années d'avant a été décevant. Donc dans les deux cas, on a des QB qui, d'un côté, un qui veut se racheter, de l'autre un qui veut continuer sur ses bonnes performances. Donc voilà, ça serait une affaire à suivre. Est-ce que Carlos Hyde va arriver à tout simplement porter le jeu au sol du côté des San Francisco 49ers? Est-ce que Chip Kelly va arriver à motiver ses joueurs? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc voilà, en reconstruction, les San Francisco 49ers, une page tout simplement de leur histoire qui se tourne. Est-ce qu'ils vont en écrire une belle nouvelle ou pas? C'est une affaire à suivre. Voilà, donc terminons par le dernier sujet de cette journée, de ce Sunday Night Football. Il s'agit donc du Hall of Fame Game qui aura lieu ce soir à Canton, dans l'Ohio, entre les Green Bay Packers et les Indianapolis Colts. Alors clairement, je pense que ce match va être un match qui va être très long à commencer. Très très long. Je pense qu'on va avoir quelques fumbles, quelques interceptions, quelques passes droppées dans les premières minutes du match, même voire dans tout le premier quart-temps du match, je pense même. Parce que tout simplement, c'est la reprise de la compétition. Et même l'an dernier, on a vu le match. C'était très très long à commencer. Je pense aussi qu'on va faire jouer les remplaçants. Ça, c'est même sûr. On va faire jouer les remplaçants. Donc, je pense pas que ce soit un match où on va voir ce duel entre Andrew Luck et Aaron Rodgers. Non, je pense pas. Je pense que ça sera plutôt un duel entre les backups. Et même entre le backup et des Colts et... Andrew Luck lui-même, entre les backups de Green Bay et Aaron Rodgers lui-même. Et ce à tous les postes, pareil, les backups feront face aux starters tout simplement. Parce que c'est sur ce genre de match qu'on peut gagner une place dans les 53 qui vont être sélectionnés pour jouer la saison. C'est dans une situation comme ça, dans un match comme ça, qu'on peut même gagner une place de titulaire si on est backup. Et que derrière le titulaire fait une mauvaise performance en début de saison. Donc voilà, ça va pas être un très très beau match de football, je pense. Mais ça va être un match qui pour moi va tourner à l'avantage de Green Bay. Qui a peut-être un roster, en tout cas je pense, plus profond, plus efficace que Indianapolis. Après tout peut jouer, on est en pré-saison, on a déjà vu des matchs fous en pré-saison avec des équipes qu'on annonçait perdantes gagner et inversement. Donc voilà. Affaire à suivre en tout cas. Donc voilà, donc mon pronostic, je le répète, Green Bay, qui va gagner ce match. Je pense sur un score assez serré, il n'y aura pas plus de 10 points d'écart entre les deux équipes.
Et ça va être un petit score. Il n'y aura pas plus de 30 points non plus marqués de chaque côté. Je pense, s'il y en a un 24-14, ça va être le grand maximum, hein, je pense, clairement. Mais ça va être un match tout simplement où on va voir un peu la profondeur d'effectif de chaque équipe et qu'est-ce que chaque équipe pourrait donner donc dans la rotation d'effectifs justement la saison prochaine. Voilà, allez, donc nous on se retrouvera demain pour débriefer ce match-là. On se retrouvera aussi bien sûr ce soir pour donc le Weekly Wrestling Review qui arrive juste après. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.